Les dirigeants du monde, furieux, en ont fini avec Donald Trump. Clairement, quand la diplomatie par intimidation échoue, les autres finissent par passer par la porte d'en arrière. Ils concluent des ententes dans son dos. Par exemple, la France. Elle vient tout juste de réussir à faire passer un porte-conteneur par le détroit d'Ormuz. Il semble qu'elle ait conclu une entente avec l'Iran. La France a bloqué une résolution des Nations Unies qui aurait appelé à une invasion du détroit d'Ormuz. De plus, le président français Emmanuel Macron a refusé à Donald Trump l'usage de l'espace aérien français et de toute base militaire en France, rejoignant ainsi l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et bien d'autres pays qui refusent à Donald Trump l'accès à leur espace aérien et à leur base militaire, pendant que Donald Trump s'emporte et délire comme un forcené. Finalement, crier dans une conférence de presse ne donne pas automatiquement un droit de survol. Le Japon, lui aussi, a réussi à faire passer un navire par le détroit d'Ormuz. Nous en parlons ici au Midas Touch Network. Il semble que le Japon ait soit conclu une entente en passant par la Russie ou le Pakistan, comme intermédiaire avec l'Iran, soit que la première ministre Takaichi du Japon ait conclu elle-même cette entente directement avec le président Psesky de l'Iran et ou avec d'autres dirigeants en Iran. Quand d'autres réussissent discrètement à négocier du concret, la politique du « je parle » et le monde entier doit obéir devient soudainement assez peu pratique. Nous voyons les Philippines publier au sujet de leurs négociations bilatérales avec l'Iran afin d'obtenir l'accès au détroit d'Ormuz. Nous voyons aussi le Conseil de coopération du Golfe, le GCC, qui est très directement impliqué dans cette guerre. Il croyait être protégé par Donald Trump et le parapluie sécuritaire des États-Unis. Tous ces quid pro quo, ces mécanismes de pay for play, où il faisait transiter de l'argent directement vers Donald Trump et la famille Trump, dans la crypto ou dans des projets immobiliers, ou encore vers le fonds de capital investissement privé de Kushner, ou peu importe. Ils ont commencé à faire des déclarations un peu plus conciliantes envers l'Iran, ce qui laisse entendre qu'ils se préparent à entamer des négociations bilatérales avec l'Iran. Dès que les intérêts concrets sont touchés, les démonstrations de loyauté sur scène cèdent soudainement la place aux vrais appels diplomatiques. Et j'y reviendrai dans un instant, mais le Royaume-Uni organise des rencontres avec des dizaines et des dizaines de pays partout dans le monde pour tenter de parler d'une seule voix, afin d'ouvrir des relations bilatérales, ou dans ce cas-ci des relations plus générales entre ce groupe de pays et l'Iran, de sorte que tout le monde puisse négocier selon des termes semblables avec l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. En réalité, l'Iran a maintenant été très fortement légitimé sur la scène internationale. L'Iran n'a jamais été aussi populaire, jamais autant nécessaire, jamais autant impliqué dans ce type de communication avec d'autres dirigeants mondiaux, pendant que les États-Unis deviennent cet État paria. Je dirais un régime de type nord-coréen, mais je pense que plusieurs pays considèrent Kim Jong-un de la Corée du Nord comme un acteur beaucoup plus rationnel que Donald Trump et cet abject régime Trump. C'est tout un exploit diplomatique. Plus on menace, plus l'adversaire gagne en stature. Laissez-moi simplement passer avec vous, point par point, à travers les données et les preuves. Je sais que vous n'entendez probablement cela nulle part ailleurs. Certainement pas dans les médias américains. Si vous assemblez certaines de ces pièces tirées des médias internationaux, vous pouvez reconstituer ce casse-tête. Mais que cela vous plaise ou non, c'est la vérité. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi le Midas Touch Network a eu une longueur d'avance sur toute l'autre couverture. Alors, voici ce que nous avons appris. Un porte-conteneur affichant une appartenance française vient de sortir du détroit d'Ormuz. Il semble s'agir du premier passage connu d'un navire lié à l'Europe de l'Ouest depuis que la guerre a pratiquement paralysé cette voie navigable vitale. Bloomberg rapporte que l'Iran a mis en place un système de péage dans le détroit d'Ormuz, facturant environ de 1 à 3 dollars par gallon de pétrole, par baril de pétrole plutôt. Et ensuite, vous avez aussi leur collaboration avec Oman. Pendant ce temps, le camp qui parle le plus fort dans la salle reste dehors à regarder les autres passer. Oman était auparavant le médiateur entre les États-Unis et l'Iran, choisi par les États-Unis, mais les États-Unis ont trahi cette médiation et se sont précipités vers la guerre après qu'une entente eût été conclue. Les États-Unis et Netanyahou y sont allés seuls, sans consulter aucun autre pays. Voilà ce qui s'est passé. Il y a donc ici une sorte de relation de cause à effet. Que faisait la France en coulisses? Eh bien,
au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a travaillé très fort pour bloquer, vous savez, en tant que membre permanent, elle a cette capacité de veto ou de blocage contre toute résolution qui appellerait à une invasion ou à l'usage de la force militaire pour contrôler le détroit d'Ormuz. Quand les adultes dans la pièce cherchent encore à calmer le jeu, le camp qui veut jeter plus d'huile sur le feu s'imagine que c'est ça une stratégie. Et si vous avez suivi ce que dit le président français Emmanuel Macron, il n'a pas encaissé en silence les absurdités de Donald Trump. Et il a dénoncé Trump et les États-Unis. Macron était à Séoul. Il a effectué une visite d'État en Corée du Sud et il a dit soyons clairs, la France et la Corée du Sud ne doivent pas être passifs dans ce nouveau désordre. Nous devons construire un nouvel ordre. Des mots très forts ici, des mots élégants. Nous ne devons pas être passifs dans ce nouveau désordre, n'est-ce pas? Le désordre trumpien, là dehors. Des pays comme la France et la Corée du Sud ne sont pas des superpuissances, mais ensemble, ils peuvent agir comme une superpuissance. Il existe encore des endroits où l'on parle en termes de stratégie, pas en publication de colère envoyée au milieu de la nuit. Il dit aussi qu'il y a de la place. Le président français Emmanuel Macron dit, c'est ce qu'il vient de dire à Séoul en Corée du Sud. Il y a un espace pour bâtir une nouvelle coopération entre la Corée et la France, afin de porter un agenda commun entre la Corée et la France, en y associant d'autres Européens, le Canada, le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Australie. On commence alors à voir apparaître une sorte de troisième voie pour ceux qui ne veulent pas dépendre de la Chine ou être alignés par définition sur les États-Unis. Et il l'explique davantage. Et je vais relier tout cela dans un instant aussi. Il dit, notre objectif, c'est que nous ne devons pas être les vassaux de deux puissances dominantes. Nous ne voulons pas dépendre de la domination de la Chine et nous ne voulons pas être trop exposés à l'imprévisibilité des États-Unis. Quand les alliés commencent à parler ouvertement de l'imprévisibilité des États-Unis, ce n'est plus un simple problème de communication. Remarquez le langage qu'il emploie comme un véritable diplomate, mais Macron est très prudent dans ses mots pour signaler non pas un manque de respect envers la Chine, en reconnaissant que la Chine est le joueur dominant dans le monde en ce moment et qu'elle n'est pas la source du désordre, que les États-Unis sont la source du désordre et de l'imprévisibilité. Et il revient donc à la France de joindre ses forces à celles d'autres Européens, du Canada, du Japon, de l'Inde, du Brésil, de la Corée, de l'Australie, et il pourrait y avoir cette troisième voie. Nous nous rassemblons tous et nous travaillons ensemble d'une manière ordonnée. C'est la meilleure façon d'être fort. Ça sonne quand même un peu différent de l'école du « on menace d'abord, on réfléchit après, puis on reproche aux alliés de manquer d'enthousiasme ». Je veux saluer le Premier ministre Carney du Canada parce qu'il a travaillé très fort à rassembler les gens. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ces ententes commerciales et arrangements de sécurité transpacifiques avec des ententes commerciales et arrangements de sécurité transatlantiques, en réunissant tout cela et en créant vraiment, je pense, ce que j'ai décrit comme un jeu de points à relier où l'on relie tous les points et où les États-Unis se retrouvent isolés, seuls, à mijoter dans la misère du chaos trumpien. S'isoler soi-même, puis appeler ça de la force, ça ne se vend pas toujours au reste du monde. Macron dit aussi à Séoul ce qui suit. Il dit, regardons les choses clairement. Il a dit, l'Iran est un mauvais régime. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je suis en désaccord avec eux sur beaucoup de sujets. Remarquez le langage. Il présente cela comme un désaccord. Voilà comment il le formule. Mais je ne crois pas que nous allons régler la situation simplement avec des bombardements ou des opérations militaires. Regardez ce qui s'est passé avec ce genre d'opérations en Irak, en Afghanistan et en Libye. Nous n'avons jamais tenu nos promesses. Jamais. Même après 20 ans. Donc, il faut respecter la souveraineté des peuples. Si les peuples veulent changer un régime, s'ils veulent réagir, se lever, ils peuvent le faire, dit-il. Certaines personnes se souviennent encore qu'une guerre n'est pas un service de livraison express en 24 heures. De plus, le président français Emmanuel Macron a aussi interpellé Donald Trump. Il a dit « Nous devons être sérieux. Et quand nous sommes sérieux, nous ne disons pas le contraire de ce que nous avons dit la veille. Peut-être ne devrions-nous pas parler tous les jours, Donald. Nous devrions simplement calmer les choses et construire une paix durable. Il y a 6 mois, les Américains nous disaient que tout avait été détruit en Iran, que tout avait été réglé.
Clairement, ce n'était pas le cas. Sans inspecteurs internationaux pour vérifier les matériaux, les recherches et les sites cachés, ce n'est tout simplement pas sérieux. Quand la diplomatie change de version tous les jours, les alliés ont du mal à suivre et les adversaires n'ont plus qu'à regarder. Puis, il poursuit au sujet du détroit d'Ormuz, dire qu'il faut l'ouvrir par la force, ce n'est pas l'option que nous avons choisie. Nous considérons cela irréaliste. Une opération militaire pour le rouvrir prendrait un temps infini. Elle exposerait les forces à d'immenses risques côtiers et balistiques. Dès le début, nous avons dit qu'il devait être ouvert, mais seulement en coordination avec l'Iran. Le monde ne peut pas vivre avec un détroit qui peut être ouvert ou fermé du jour au lendemain. Finalement, les équations géopolitiques sont beaucoup plus complexes que le slogan « on n'a qu'à le reprendre ». Mais remarquez le langage qu'il utilise, coopération avec l'Iran. C'est le même type de langage que l'on voit du côté des Philippines, où vous avez ici leur ministre des Affaires étrangères ou leur principal responsable qui dit « appel productif aujourd'hui avec le ministre iranien des Affaires étrangères Arachi ». En s'appuyant sur les discussions récentes, nous sommes parvenus à une compréhension positive concernant la sécurité de nos marins et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Reconnaissant pour cet esprit chaleureux de coopération. Ceux qui ont besoin de marchandises et d'énergie choisissent de parler pour régler les choses, pas de monter à l'écran pour jouer les durs. Esprit chaleureux de coopération. Je veux dire, comparez cela avec Donald Trump qui continue d'attaquer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, de menacer le Groenland, de menacer le Canada, à tel point que Karel Dmitri, le principal homme de confiance de Poutine, son grand émissaire, l'homme du fonds souverain qui fréquente Jared Kushner et Steve Witkoff, a publié « Goodbye NATO, see you later ». Quand même l'adversaire se réjouit de votre message, ce ne peut être pas une victoire stratégique. Je veux aussi souligner ceci rapidement. Le général français Michael Yakfa a tourné en ridicule le plan de l'administration Trump visant à construire une piste en Iran pour extraire de l'uranium et le faire sortir par avion en disant que c'était irréaliste. Les responsables américains devraient cesser de renifler de la cocaïne entre deux réunions. C'est ce qu'a écrit ce général français. C'est le moment où une mauvaise idée a dérivé si loin qu'on ne sait plus s'il faut y répondre avec des données ou avec un long soupir. Souvenez-vous, j'ai parlé du Japon aussi. Regardez, même dans le South China Morning Post, un média lié au Parti communiste chinois, ils reconnaissent eux aussi que le Japon a conclu directement des ententes avec l'Iran. On y parle du fait qu'en plus du porte-conteneur français, un pétrolier appartenant à des intérêts japonais a lui aussi traversé le détroit d'Ormuz. Mitsui O.S.K. Lines du Japon a confirmé vendredi qu'un transporteur de gaz naturel liquéfié, dont l'entreprise possède une part, a lui aussi traversé une autre première. Et vous pouvez voir à quel point l'Iran agit de manière méthodique à ce sujet. Pendant qu'un camp calcule chaque étape, l'autre reste occupé à jouer les imprévisibles, comme si c'était une qualité. L'Iran se rend compte que le Japon commence à manquer sérieusement de gaz naturel liquéfié, le LNG, et qu'il en a besoin pour survivre. Alors l'Iran ne laisse pas passer trop de choses. Il laisse passer très méthodiquement juste assez de LNG pour garder le Japon dans le jeu et le pousser à négocier bilatéralement. C'est comme Donald Trump qui s'emporte et délire comme un forcené chaque jour. Aucun plan. C'est du pour Donald Trump. Ah, Donald Trump. C'est pour ça qu'il a fait faillite dans tant de choses. Il a fait faillite avec ce casino, cette entreprise, ce casino encore. Pas vrai? S'il existait un livre Guinness des records pour les faillites, à mon avis, il serait pratiquement en tête. Et on comprend pourquoi. On voit sa pathologie. On voit sa prise de décision désastreuse juste devant nos yeux. Quand la façon de gérer, en affaires comme en politique, repose sur l'impulsion, le verdict n'a pas besoin d'attendre l'histoire pour tomber. Je veux dire, un jour, il fait des publications comme celle-là. Le lendemain, il demande de l'aide. Autant, aidez-nous. L'autre jour, il disait à tous ces pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant d'aviation à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui a refusé de s'impliquer dans la décapitation de l'Iran. J'ai une suggestion pour vous. Numéro 1, achetez aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Numéro 2, trouvez un peu de courage tardif et prenez-le tout simplement. Allez au détroit et prenez-le. Vous allez devoir commencer à apprendre à vous battre par vous-même. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider. Tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran a essentiellement été décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole. DJT. Le style habituel. En somme, hier on voulait mener tout le monde, aujourd'hui on menace de partir, demain on reproche aux autres de ne pas avoir suivi. Et puis Donald Trump publiait toute la journée d'hier que ce sera notre pétrole. Nous allons prendre notre pétrole.
En ce moment, le Conseil du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe, le GCC, son secrétaire général, regardez le ton qu'il utilise. Le Conseil souhaite établir des relations normales avec l'Iran et résoudre de façon transparente toutes les questions de sécurité. Les pays du Golfe prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et la sécurité de leur territoire. Pendant qu'un camp parle encore comme s'il pouvait s'approprier la situation, l'autre est déjà passé au langage de la stabilité et de la défense de ses propres intérêts. Maintenant, en plus, Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, dit que le Royaume-Uni réunira 35 pays pour discuter des mesures diplomatiques et politiques nécessaires afin de rouvrir le détroit d'Ormuz, et les planificateurs militaires britanniques se rencontreront également. L'implication tacite de cet accent, mis sur la diplomatie, est que si et quand Trump se retire sans avoir rouvert le détroit d'Ormuz et sans avoir conclu d'entente avec l'Iran, alors l'Iran aura les cartes en main et sera en mesure de négocier ses conditions avec les pays occidentaux et les pays du Golfe. Plusieurs concluraient qu'un tel scénario laisserait l'Iran, à bien des égards, dans une position internationale plus forte qu'avant la guerre de Trump. Une issue remarquable. Commencer par promettre une démonstration de force et finir avec un adversaire qui détient plus de cartes qu'avant, voilà une contre-performance stratégique assez complète. Alors ce que le Royaume-Uni essayait de faire, au minimum, c'est de dire « mettons-nous d'accord sur les conditions que nous allons présenter à l'Iran quand nous négocierons avec l'Iran, quand Trump nous abandonnera. » Voyez-vous ce qui se passe en coulisses en ce moment. Et pendant tout ce temps, Donald Trump ne fait qu'attaquer nos anciens alliés. Je veux dire, le voilà en train d'attaquer le président français Emmanuel Macron. Vous savez, exactement comme l'homme malveillant qu'il est. Trump attaque la femme de Macron, il rend cela très personnel, vous savez, et donc Macron se dit, d'accord, c'est comme ça que tu veux agir. Ne nous demande pas de t'aider. Ne demande pas notre pays. Ne demande rien. Qu'est-ce que tu fais? Quand il ne reste plus d'arguments et qu'on passe à l'attaque personnelle, on n'appelle pas ça du cran, on appelle ça être à court de jeu. Plus facile que je pensais. Alors j'appelle la France Macron, dont la femme le traite extrêmement mal et qui se remet encore du direct à la mâchoire. Et je dis, Emmanuel, on aimerait beaucoup avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si on bat des records en éliminant les méchants et en détruisant les missiles balistiques. On aimerait beaucoup avoir un peu d'aide. Si tu pouvais, est-ce que tu pourrais envoyer des navires immédiatement? Il devient difficile de vendre une image de chef d'État sérieux quand la mise en scène ressemble à une attaque personnelle entrecoupée d'autopromotion guerrière. Non, nous ne pouvons pas faire cela, Don. Nous pouvons le faire après que la guerre sera gagnée. Ils ont dit, non, je n'ai pas besoin d'aide après que la guerre sera gagnée, Emmanuel. Plusieurs d'entre eux ont dit, nous serons là après la fin de la guerre. Les Alliés ne sont pas une équipe logistique destinée à courir derrière des décisions lancées avant même qu'on réfléchisse à leurs conséquences. Et alors j'ai compris quelque chose au sujet de l'OTAN. L'OTAN ne sera pas là si jamais nous avons la Grande Guerre. Vous savez ce que je veux dire par la Grande Guerre. Si jamais nous avons la Grande Guerre, espérons que non. Les relations sont très bonnes avec la Grande Guerre. Alors voilà, la leçon peut être, c'est que si l'on traite constamment une alliance comme une scène personnelle, la salle se vide très vite quand on a réellement besoin d'elle. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.